Elle est fan de poésie concrète et de transgression du langage traditionnel. Et elle va nous parler de son projet de diplôme de DNSEP, où le texte n'est pas seulement au service du langage verbal, mais cherche à le dépasser. Je lui laisse la parole. Merci Simon pour l'invitation et cette petite introduction. Je tiens à préciser que c'est ma première conférence, donc j'espère que vous serez un peu indulgents avec moi. Et on va commencer, ça va aller assez vite. Donc ce projet, ça s'appelle Blizzard. Donc c'est le projet que j'ai présenté en juin dernier, donc qui parle de typographie expérimentale. Donc ce projet, il prend vie à partir du mémoire. Donc j'ai écrit un mémoire autour de la poésie concrète à l'ère du design numérique. Donc c'est un mémoire qui explore une thématique qui m'est chère, c'est celle de la relation entre le langage écrit et la typographie et les nouvelles technologies. Donc un jour, je me suis retrouvée un peu par hasard avec une machine à écrire entre les mains et j'ai commencé à expérimenter avec la lettre, à taper dans tous les sens et c'est ce qui a marqué ma première rencontre avec ce que j'ai découvert plus tard être de la poésie concrète. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la poésie concrète, c'est une forme littéraire, c'est un mouvement poétique qui vient placer l'accent sur la matérialité du langage et qui tend à explorer et à subvertir la relation entre la forme et le sens. Donc c'est un mouvement qui met en lumière le texte sous sa configuration visuelle, sonore et physique. Donc ici vous avez quelques exemples de ce qu'est la poésie concrète. Et là, donc ce mémoire qui résulte de cette fascination pour la matérialité des mots, parce que j'ai toujours vu le texte, la phrase et le mot comme un matériau, comme une entité vivante, une matière à explorer. Donc ce mémoire, il a nourri une fascination pour toutes les possibilités offertes par la typographie, et c'est là où j'ai découvert un langage où chaque lettre et chaque espace blanc, qui est tout aussi important, propose un sens qui dépasse la lecture simple d'un mot. Donc là, on a un petit on voit pas très bien, les contrastes sont un peu mauvais. Mais donc là, c'est toute la mise en page de ce mémoire qui relie la poésie concrète à une partie de design numérique. Donc dans un monde où aujourd'hui, tous les systèmes, ils veulent standardiser, tous les algorithmes, ils veulent codifier tous ces aspects. Qu'est-ce qui reste de la poésie concrète aujourd'hui ? Parce que la poésie concrète, c'est quand même un mouvement qui est né dans les années 50, mais aujourd'hui, on n'en parle plus vraiment, on parle d'expérimentation typographique. Et donc ce mémoire, il est né d'un paradoxe, celui entre la poésie concrète qui est imprimée, qui est matérialisée, et le design numérique qui, lui, offre une infinité de possibilités qu'aujourd'hui, on ne peut même plus imaginer tout ce qu'on peut faire avec. En parallèle du mémoire, on a un exercice de la cartographie qui, lui, est une immersion dans toutes les formes, dans toutes les subtilités rythmiques de la poésie concrète. Donc, c'est une édition qui regroupe à peu près 700 images de la poésie concrète qui sont classées par leur méthode de fabrication, les supports, si c'est imprimé, si c'est numérique, quel type de typographie, si c'est fait à la machine à écrire, si c'est des typographies sérif, sans sérif. Donc on a, je ne sais même plus combien de catégories. Mais voilà, donc là, par exemple, des exemples numériques. Et cette édition, elle vient proposer une façon de voir les différents niveaux de lecture de cette poésie concrète, parce que c'est un mouvement donc, qui vient jouer avec la rythmique de la lettre, mais si on vient modifier, par exemple, la rotation d'une lettre, ça n'aura pas le même effet que si on vient modifier la rotation d'un mot, celle d'une phrase ou celle d'un paragraphe. Donc les images, elles viennent prendre place selon un cadrage spécifique, qu'il s'agisse de la lettre, du mot, de la phrase ou du paragraphe, avec toujours des intercalaires sur les côtés pour savoir de quoi on parle. Donc c'était vraiment de montrer un peu tous ces niveaux de lecture qui, moi, m'intéressaient dans la poésie concrète. Et avec, bon, on voit très mal, mais c'est la reliure de l'édition, qui est dans cette idée aussi d'écriture sous la contrainte.
Donc en parallèle, à la suite de ces recherches-là théoriques, j'ai commencé à me poser la question de ce projet de diplôme, qu'est-ce que je vais faire, de quoi je vais parler, qu'est-ce qui m'intéresse. Et j'avais une certaine frustration quand je regardais toutes ces images de poésie concrète, parce que c'est toujours sensiblement les mêmes typographies. On est sur des typographies qui sont assez simples, qui veulent retourner à une essence de la typographie, donc des formes assez basiques, je vais le dire comme ça. Mais je me suis posé la question, mais si c'était des typos beaucoup plus expressifs, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça pourrait donner? Et j'ai commencé à avoir l'idée d'écrire quelque chose avec une typographie expressive qui viendrait changer selon je ne sais quoi encore. Et j'ai commencé à m'intéresser à la communication. Donc, quand on parle, on a une certaine interprétation de ce qu'on dit, mais quand on est à l'écrit, on perd toute cette interprétation, on a un manque de la signification des mots. Et j'ai commencé à m'intéresser à ce genre de schéma, donc c'est les schémas d'Albert Mehrabian, donc c'est la règle du 7-38-55 qui explique que quand on parle et quand on essaie de transmettre des émotions à l'oral, donc il y a 7% de l'interprétation qui vient des mots qu'on choisit, 38% qui vient du rythme, du timbre, du volume, de la rapidité qu'on parle, et le non-verbal à 55% qui, lui, est toutes les mimiques, les expressions faciales, les micro-gestes, etc. Donc parmi ces trois catégories, j'ai essayé de décomposer un peu, de quantifier, c'est ce qui m'intéressait aussi. Et donc on se retrouve avec ce gros schéma un peu de la composition de la communication. Et ce qui est intéressant avec cette recherche, c'est que c'est la première recherche qui vient quantifier la communication. Et donc dans son livre, Albert Mehrabian, il dit une phrase qui m'a très marquée, c'est que s'il y a une incohérence entre les mots utilisés et l'expression du visage, c'est l'expression du visage qui va l'emporter. Donc à partir de là, je me suis dit, si je veux relier ça à de la typographie, qu'est-ce que j'en fais, comment je vais faire? Et je me suis dit, mais toutes ces choses, la respiration, les expressions faciales, c'est le résultat de ce qu'on appelle des émotions, donc tout ce qu'on éprouve. Et à partir de là, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça donnerait si j'ai des typographies qui viennent se modifier en fonction des émotions? Ça a été un peu la source de ce sujet-là. Donc j'ai mis une petite définition que j'aime bien des émotions. Donc c'est des réactions psychologiques et physiques qui mobilisent le corps et l'esprit. Et pour continuer, j'ai commencé à essayer de voir si je pouvais cartographier les émotions, voir leur rapport entre elles, comment elles peuvent vivre ensemble, est-ce qu'il y en a qui s'accouplent, est-ce qu'il y en a qui sont incompatibles. Et je suis tombée sur ce schéma de James Russell qui classe les émotions selon deux grands axes, l'activation, désactivation, donc si l'émotion est plus ou moins exprimée, et agréable, désagréable, donc si c'est du plaisir ou si c'est plutôt négatif. Donc sur ce schéma-là, j'ai commencé à placer les émotions que moi j'avais envie de transmettre. Et au fur et à mesure, j'ai commencé de voir comment elles pouvaient vivre entre elles. Est-ce que deux émotions ensemble donnent une autre émotion? Est-ce qu'il y en a qui sont opposées, etc. Voilà, et c'est ce qui m'a donné cette grande carte. Donc ça a été ma carte des émotions qui m'a suivie tout au long du projet de diplôme, qui a été un peu ma base, où on a 82 émotions qui sont placées sur ces deux grands axes. Et en fait, on voit que chaque émotion a un pourcentage donc d'agréabilité et un pourcentage d'activation qui va me servir par la suite. Mais ce projet-là, je me suis dit, je ne peux pas le faire toute seule parce que moi, j'ai une certaine image des émotions. Je pense que telle émotion va plus avec tel type de forme, mais est-ce que je suis la seule à penser ça? Est-ce que les autres pensent comme moi? Donc j'ai commencé à faire une enquête de terrain pour voir un peu et confronter les autres à mes formes graphiques que je proposais. Donc on a une première étude de terrain. Pour ceux qui voudront voir les éditions après, elles sont toutes ici. Un petit livret que j'ai fait passer à plein de personnes où dedans je commençais à montrer des premières expérimentations que j'ai fait avec le mot oui, car c'est un mot qui veut tout et rien dire, on peut l'accorder à plusieurs sens, plusieurs émotions.
Et j'ai commencé à demander si telle lettre suggère plus la colère ou la tristesse, etc. Mais le problème de cette enquête-là, c'est que j'imposais déjà des formes à des gens et déjà des émotions, mais j'avais envie d'aller voir plus loin. Est-ce que si je laisse 100% libre à l'interprétation, est-ce que je vais être surprise? Qu'est-ce que je vais voir? Donc on a la deuxième enquête de terrain. Donc c'est juste ici. Donc c'est 250 expérimentations réalisées par à peu près une centaine de personnes où je demandais à des gens d'écrire un mot selon une émotion précise, un peu à partir de rien. Je laissais un guide quand même, mais on pouvait s'en détacher. Et donc on a toutes ces expérimentations-là. Voilà, c'est à peu près les indications que je donnais. Et j'ai commencé à avoir énormément de formes différentes, plein de choses hyper intéressantes, et voir qu'en fait, j'étais pas la seule à penser que la colère, c'était plutôt des pics, à penser que quand c'était un mot assez doux, assez réconfortant, c'était des formes assez rondes, etc. Donc j'ai toutes ces formes-là que je suis venue scanner et que je suis venue placer sur ma carte des 82 émotions. Donc ça nous a donné des choses comme ça pour commencer. Et j'avais vraiment envie d'avoir un endroit où toutes mes expériences allaient se retrouver parce qu'il me fallait un support où j'allais voir tout ensemble pour que ça reste cohérent. Ensuite, il y a une troisième enquête de terrain où je suis venue demander aussi à d'autres personnes, à des gens, de faire une collecte d'images, de leur dire si je te dis le mot angoisse, quelles images tu vas y associer, si je te parle d'amour, quelles images tu vas y associer. Donc on avait des formes de textes, des formes d'images reliées ensemble au sein d'une grosse édition que je n'ai pas là d'ailleurs. Et donc toutes ces images, elles sont aussi venues prendre place sur cette carte. Et ensuite, la dernière enquête de terrain, qui était un peu différente, mais j'ai demandé à ma sœur, qui est comédienne, de me faire plein d'expressions du visage selon les 82 émotions que j'avais, parce que la forme du visage m'intéressait dans le sens aussi une émotion est tellement expressive, le visage va peut-être s'étendre, se renfermer, et c'est ce qui allait aussi m'indiquer comment travailler la lettre ensuite. Donc encore une fois, sur cette carte. Et ensuite, donc cette carte avec toutes les indications, on avait quelque chose à peu près comme ça, dans laquelle on pouvait se balader. Si on zoome, on commence à voir un peu tout plein de choses. Je mettais des tests, des expérimentations. Et c'était comme un guide. Voilà. Et donc après, il a fallu créer le système typographique. Et pour ça, au début, j'avais envie de créer un outil où j'allais pouvoir modifier toutes les fontes que je voulais. Comment je viens coder ça ? J'en ai eu aucune idée, je ne savais pas, c'était un peu trop ambitieux. Surtout qu'après, j'avais pour but de vouloir utiliser ce système, donc je ne pouvais pas tout faire. Donc j'ai cherché comment je vais faire, est-ce que je vais coder, est-ce que je vais trouver une autre solution. Je commençais à faire des expérimentations, Photoshop, le code, etc., sur Processing, sur InDesign aussi. Et un jour, en trifouillant un peu sur Illustrator, je suis tombée sur des fonctionnalités que j'avais jamais vues, où je pouvais modifier du texte, mais pas vectoriel. Donc je pouvais modifier du texte et pouvoir le retoucher après, continuer d'écrire avec mes modifications. Et c'est vraiment ce qui m'intéressait, c'est ce que je voulais. Je voulais pas que le texte soit figé, parce que si je dois écrire derrière après, j'ai pas trop envie de devoir remodifier à chaque fois. Donc voilà, et je suis tombée sur la fonctionnalité des filtres SVG. Vous la trouverez très facilement sur Illustrator. Et en fait, donc ces filtres, on a des filtres qui sont pré-créés par l'application, mais on peut aussi en créer des nouveaux avec un petit plus qui est juste là. Et j'ai commencé à faire joujou avec ce truc, et j'ai commencé à avoir des trucs vraiment intéressants. Et j'ai codé des déformations, et voilà. Parmi ces déformations, on avait des paramètres qui étaient hyper importants pour moi, parce que ces paramètres, je suis venue les associer à ces pourcentages que j'avais de chaque émotion. Donc si c'est agréable, si c'est positif, si c'est de la surprise, pour que ce soit un peu plus justifié et que ça ait vraiment du sens, et que je puisse, au sein d'une même émotion, par exemple si je prends la colère elle est composée de 100 autres émotions qu'on ne peut même pas... Il y en a une quantité énorme, et j'avais besoin de pouvoir différencier, par exemple, la tension, de l'énervement, de la rage, de la panique.
Donc c'est ces petits paramètres qui sont venus m'aider. Et voilà, donc je suis venue faire ce jeu-là sur toutes les émotions que j'avais. On a une édition encore qui est un peu comme un spécimen typographique qui montre toutes mes déformations. Donc là, on en a un petit extrait, mais comme vous voyez, il y en a beaucoup. Et voilà, donc cette édition, elle montre comment les formes, elles agissent sur la lettre A, la lettre O, et sur des ensembles de textes, comment ça agit, si c'est sur un gros bloc de texte, si c'est en tout petit. Et là, j'ai commencé à avoir des jeux de lisibilité, d'illisibilité, qui étaient hyper intéressants pour moi. Et voilà, donc là, le système était posé. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'utilise? Et j'ai voulu réécrire un roman. Donc ce roman qui a un peu donné le titre de ce projet, c'est un roman qui s'appelle Blizzard. C'est un roman assez court, mais que j'avais lu un peu avant et qui m'avait vraiment marqué, qui a été écrit par Marie Ventras en 2021. Donc c'est un roman à 4 voix qui raconte l'histoire d'un enfant perdu dans le blizzard. Mais cette histoire, elle est racontée par 4 personnages qui donnent tour à tour leur version de l'histoire. Ce qui était intéressant dans le livre, c'est que le format fonctionne par chapitre, mais chaque chapitre est assez court, il fait 1 ou 2 pages. Donc c'est une lecture assez dynamique. Et encore une fois, c'est ce qui m'intéressait dans le roman, avec ces niveaux de lecture, comme je le disais, de la lettre, du mot, du paragraphe. Dans le roman, on a plusieurs niveaux de lecture. On a des dialogues, on a des chapitres, on a des tomes. C'est ce que j'aimais aussi. Donc je suis venue analyser tout ce roman, noter sur à peu près une centaine de pages à chaque fois, quelle émotion ressentie par quel personnage, pourquoi. Donc tout noter pour ensuite reprendre ma petite carte des émotions et à noter quel personnage ressentait de manière générale quelles émotions le plus souvent, pour voir comment j'allais traiter chaque personnage différemment des autres, parce que j'ai beaucoup de déformations, j'en ai plus de 82. Je ne peux pas faire 82 émotions dans un roman, c'est impossible. À ce moment-là, on doit être au mois d'avril, mon diplôme il est au mois de juin, on est pressé, je suis débordée. Donc il faut que je fasse un choix et je prends la décision de traiter chaque personnage avec une seule émotion et ensuite reprendre des principes de poésie concrète pour une mise en page différente que je montre après. Mais du coup, on a ces cartes qui changent en fonction des personnages. Voilà. Et là, on a le début de l'écriture du roman où je décide de reprendre des principes de poésie concrète, donc de modification de la lettre, de modification du placement. On parle de blizzard, on est en pleine tempête en Alaska, donc j'ai envie que ça se ressente dans le roman. Il y a des moments de chaos, il y a des moments de calme, j'ai envie que ça se ressente aussi. On parle d'un enfant qui est perdu dans le blizzard, mais on se rend compte dans le livre qu'en fait, on s'en fiche de l'enfant, que c'est pas du tout ça qui est important, mais c'est que chaque personne va raconter des traumatismes d'une époque d'avant. Et ce livre, il devient un peu une enquête, et j'avais envie que, comme en poésie concrète, on ne lise pas l'histoire, mais on la ressente. Juste en voyant le livre, on comprenne, on voit c'est quoi les moments de chaos, c'est quoi les moments où on est perdu, qu'on cherche un peu à lire comme eux, ils cherchent l'enfant dans cette tempête. Donc voilà, je me suis retrouvée, c'est dommage, on ne voit pas, mais le livre est là, vous pourrez venir voir après. Et donc on a chaque personnage qui a un traitement différent, donc on a des retranscriptions de la colère, de la culpabilité, on a un traumatisme et la dernière c'est la nostalgie, parce qu'il y a beaucoup de moments de flashback dans ce livre et j'avais envie qu'il se voit, donc avec un texte qui s'efface. Chaque personne a aussi un type de mise en page particulier. Par exemple, on a le personnage de Bess qui est vraiment celui qui est au cœur de la tempête en train de chercher l'enfant, donc c'est celle qui a le texte qui est le plus déplacé, parce qu'il y a vraiment ce jeu de vouloir regarder le texte et avoir le même mouvement du visage de quelqu'un qui cherche dans une tempête. On a un personnage aussi qui est marqué par la perte de son frère, donc le texte est troué tout le temps à certains endroits par la taille parfaite pour accueillir le prénom de son frère, mais c'est en blanc donc on ne le voit pas. Donc voilà, plein de jeux comme ça où je me suis vraiment amusée. Et voilà. Merci Marie pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions ?
Salut Marie. J'ai une petite question vraiment très technique. Très technique. C'est juste comment tu as fait pour obtenir tous ces motifs différents du roman? J'ai tout fait à la main. J'ai déplacé tout lettre par lettre. En fait, j'avais un code processing où je pouvais modifier mes mises en page. Sauf que ce fichier, c'est un peu une catastrophe pour un designer graphique parce que je suis passée dans Processing, je suis passée dans Illustrator, je repassais dans InDesign, je repassais dans Illustrator. C'était que des allers-retours et c'était un peu très compliqué. Et faire de la mise en page dans Processing, faire de la micro-typographie dans Processing, c'est un enfer. Donc j'ai laissé tomber et j'étais foutu pour foutu. Je vais tout faire à la main et je vais déplacer chaque lettre à la main et au moins j'aurai le résultat que je veux parfaitement. Et j'ai pas eu le choix que de faire comme ça en fait. Voilà. Et t'as mis combien de temps pour faire tout ça? Je sais pas, j'ai dû le faire en vrai, j'ai dû le faire en moins d'un mois le roman, mais c'était beaucoup de nuits très courtes, de nuits blanches et de regrets. Voilà. Merci.